Écrivain et philosophe, auteur du Clan Spinoza, de Que faire des cons pour ne pas en devenir un soi-même, merci de nous présenter votre livre paru aux éditions Flammarion, Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la dispute. Quelle proposition, Maxime Rovert, faites-vous avec ce livre ? En fait, l'idée, c'est d'aborder nos disputes, non pas en nous renvoyant les uns aux autres la faute, qui consisterait à nous faire souffrir les uns les autres, mais à étudier plutôt les interactions, c'est-à-dire déplacer le regard pour à la fois sortir de ce que j'appelle le tribunal moral, c'est-à-dire celui où on accuse les autres, où on se défend soi-même, et parfois l'inverse, on s'accuse soi-même, et puis on trouve des excuses pour les autres, pour vraiment aborder les choses d'une manière plus philosophique, plus lucide, et qui utilise en partie les enseignements de la philosophie contemporaine. Vous introduisez aussi dans le livre les outils qu'offre la science pour traiter de la philosophie aujourd'hui. Oui, on a toujours tendance à penser que c'est toujours trop bête, qu'une dispute ça arrive pour des motifs ridicules et qu'on aurait pu l'éviter. En fait, avec la théorie du chaos, par exemple, qui nous est très utile au quotidien, par exemple, pour prévoir le temps qu'il va faire, on peut rendre compte de la manière dont les effets sont d'une intensité qui n'est pas corrélée aux causes. Une toute petite cause peut créer un gigantesque effet, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc, en mobilisant ces outils de la physique, on peut éclairer notre quotidien d'une manière tout à fait nouvelle et qui nous permet justement à la fois de nous déculpabiliser et aussi de comprendre ce qui nous arrive d'une manière très différente. Le livre a aussi un but, son but serait de s'acheminer vers la sagesse. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'ambition trop haute. L'éthique, en fait, c'est une pratique de vie qui consiste naturellement à se remettre en question, mais aussi à chercher de manière intellectuelle à entrer en dialogue avec son propre cœur. À entrer en dialogue non seulement avec ses émotions, mais aussi avec sa manière de faire, sa manière de vivre. Et la philosophie, pour ça, c'est une voie royale, puisque en fait, depuis 2500 ans, les philosophes travaillent à faire en sorte que nos idées soient plus claires, pour que nos émotions soient plus sereines, et pour que, encore une fois, on puisse répandre la sagesse autour de nous. C'est pas trop ambitieux, ça demande juste un petit peu de concentration. Alors, chapeau, chaussures, verglas, un puits et une certaine Madame Monsieur sont des éléments pour accompagner le lecteur. L'humour, c'est important aussi pour parler de philosophie. Oui, je pense que l'humour, je l'ai beaucoup utilisé dans Que faire des cons parce que j'étais dans un registre argotique inhabituel en philosophie. J'ai voulu le garder présent ici, peut-être d'une manière plus discrète, parce que c'est une manière aussi de laisser le lecteur, la lectrice à l'aise face à des concepts qui sont parfois un tout petit peu fins, qui demandent un tout petit peu d'attention, mais qui sont au fond faits pour s'adapter à ce que nous connaissons de la vie. Et de ce que nous connaissons de la vie a toujours un aspect un peu trivial et un peu drôle, où justement ces métaphores ou ces cas comme une glissade sur le verglas ou un chapeau qui flotte sur des vagues permettent de penser des choses qui paraissent compliquées et qui au fond sont très simples. Vous envisagez les livres de philosophie comme des compagnons. Alors celui-ci aussi est un compagnon ? Oui, parce qu'en fait, on a tendance à penser que les essais, ça se lit comme les romans, c'est-à-dire on les ouvre, on les lit de la première à la dernière page, et puis on en retire du plaisir. Mais en réalité, des livres d'éthique, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, parce que leur ambition, c'est quand même d'interagir avec vos manières de vivre, avec vos émotions, avec ce qui vous arrive. Ça signifie donc qu'au cours de la lecture, vous allez sans doute percevoir des choses nouvelles, mais naturellement, le quotidien va contribuer à noyer ce que vous avez appris. C'est pour ça que c'est essentiel d'apprendre à la fois à ne pas paniquer quand on ne comprend pas toutes les pages d'un livre, puisque c'est naturel, et d'autre part, à le garder pour plus tard et à ne pas hésiter à le rouvrir régulièrement. Parce que de la même manière qu'en sport, il faut de l'entraînement pour évoluer, de la même manière, en philosophie, c'est justement en se confrontant au quotidien et en y revenant et en y repensant qu'on avance. Alors, avant-dernière question, vous disiez qu'on ne lisait pas un livre de philosophie comme on lit un roman. Et est-ce que la philosophie, ça s'écrit comme un roman ?
Ah non, justement parce que ça s'écrit plutôt comme les mathématiques, c'est-à-dire que en philosophie, les idées viennent d'une manière plus désordonnée qu'on imagine, et toute la difficulté de l'écriture des essais, c'est de remettre les idées dans l'ordre pour que le lecteur, la lectrice puisse vous suivre pas à pas sur un chemin que vous n'avez pas fait, puisque vous avez fait des sauts de puce dans tous les sens. Donc c'est vraiment un exercice très particulier qui consiste à reconstituer une logique alors que la manière dont on découvre les idées n'est pas logique. Et donc la dernière question, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, j'ai eu envie, en me promenant dans la librairie, de vous présenter, à ceux qui ne le connaîtraient pas, Jón Kalman Stefánsson. C'est un auteur islandais qui, à mon avis, est l'un des meilleurs représentants d'un mouvement que je considère comme une véritable renaissance en Islande. Les Islandais ont traversé des périodes sombres au cours de leur histoire, et puis des périodes créatives. Les périodes créatives, il y en a deux. C'est d'abord le XIIe siècle, où ils créent leur saga, et c'est le XXIe siècle, où en fait, on voit une littérature extraordinaire fleurir et se répandre à travers le monde. Jón Kalman Stefánsson, c'est un romancier à la fois très puissant dans son récit et très poétique dans sa phrase. Donc c'est vraiment un roman que je recommande. Merci beaucoup Maxime Rovère. Merci.